Dimanche 19 septembre de l'an 2021, chers amis internautes, bonjour et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire 2021-2022. Je vous souhaite par anticipation une bonne rentrée des classes à vos enfants. Ce dimanche, chers amis internautes fidèles de l'invité, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Edmond Dossa. Il est professeur de langue à la retraite, ancien secrétaire général des Dragons de l'Ouémé, ancien secrétaire général de la Fédération béninoise de handball, ancien secrétaire général de la Fédération béninoise de football FBF, ancien secrétaire général et président de l'ensemble sportif des étudiants ESE, expert de l'UEMOA pour l'harmonisation du baccalauréat dans l'Union depuis 2011. Il est membre fondateur du syndicat national de l'enseignement secondaire, technique et professionnel, SINES-TP. Il est ancien syndicaliste. Bonjour à vous, Edmond Dossa. Bonjour, monsieur Achirou. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. Tout le plaisir à moi. Avec lui, chers amis internautes, nous parlerons des 100 jours de gouvernance du second quinquennat du président Patrice Talon. Nous parlerons de cette initiative communautaire d'un bac unique dans l'espace UEMOA d'ici 2024-2026. Il nous donnera son regard sur comment se porte le sport sous le régime du président Patrice Talon. Et en tant qu'ancien syndicaliste, il nous dira également comment il observe de loin l'effectivité du monde, ou pour ne pas dire l'animation du monde syndical sous le régime du président Patrice Talon depuis avril 2016 où des réformes majeures ont été opérées. Bonjour à nouveau Edmond Dossa. Merci beaucoup, bonjour. Alors, Patrice Talon a été investi dans ses fonctions de président de la République une seconde fois le 23 mai dernier. Il est en train de faire 100 jours à la tête de la République du Bénin. Ces 100 premiers jours de gouvernance du second quinquennat, qu'est-ce que vous avez retenu ? Je vous remercie pour la question. Tout d'abord, je voudrais également saluer les parents d'élèves et les élèves en tant qu'enseignants et souhaiter une bonne reprise des classes pour tous les élèves et les étudiants de notre pays. Pour revenir à votre question, les 100 jours du président Talon pour son deuxième mandat, je pense que c'est dans la poursuite de ce que nous avons connu au cours du premier mandat, poursuite avec une nette amélioration de ce que nous avions vécu avant. Puisque, comme il a dit pendant la campagne, il y a beaucoup de choses qu'il sait faire maintenant. Il a appris beaucoup de choses. Il a gagné en expérience et il estime que ce qui a déjà été fait et qui a épaté les uns et les autres serait amélioré. Alors je pense qu'il n'y a pas de doute. On doit s'attendre à des choses, à des réalisations beaucoup plus importantes dans la mesure où c'est la poursuite de ce qui avait déjà sur le terrain. Ce qui avait déjà sur le terrain, mais est-ce que durant ces 3 premiers mois et quelques, si on peut le dire ainsi, est-ce que vous avez noté des actions phares qui ont été menées, qui ont impacté la vie du pays? Bon, vous savez, le premier mandat a mis à exécution le PAG 1. Pour le second mandat, il s'agira du PAG 2. Et je pense, à mon humble avis, qu'il ne sert à rien d'aller dans la précipitation. On connaît bien le président Talon, il n'aime pas la précipitation. Quand il s'engage quelque part, il va à la vitesse de croisière. Donc certainement, le gouvernement de Talon 2 est en train de prendre les marques pour démarrer. Je pense qu'il y a déjà quelques actions qu'on voit sur le terrain. Donc, comme par exemple je pense que la construction de l'hémicycle à Porte-Novo est devenue une réalité maintenant. Et je pense que c'est le deuxième mandat qui permet de construire cet hémicycle. Et moi, j'habite Porte-Novo. J'ai vu que le camp de la gendarmerie, le camp Bioguerra numéro 1, où moi j'ai été le premier enfant à avoir dormi, a disparu. Il faut avoir le courage de faire des choses comme ça. Parce qu'on n'a plus d'emplacement et comme l'hémicycle doit être installé à Porte-Novo, il faut chercher des endroits où il faut les mettre.
Et là, je crois que c'est le camp Bioguerra numéro 1 qui a fait d'abord et qui laisse place à l'hémicycle qui est déjà en construction. Je pense que les travaux sont très avancés, les Chinois sont à pied d'œuvre et je pense qu'ils respecteront l'engagement qu'ils ont pris dans la finition de cet hémicycle que nous attendons tous, que tous les Béninois attendent. Je crois aussi que il y a l'asphaltage. L'asphaltage continue, ça ne s'est pas arrêté. Donc, c'est des choses qui ont commencé lors du premier quinquennat et qui continuent. Ça ne s'arrête pas. Je pense qu'il y aura même des améliorations. Moi, j'habite Porte-Novo, mais vraiment, les Porte-Noviens sont très épatés par rapport à ce qu'on voit en ce qui concerne l'asphaltage. Et ce qui se fait, c'est qu'en même temps qu'on construit les voies, c'est éclairé aussitôt. Avant même la fin, à chaque fois qu'on finit une étape, il y a l'éclairage. Donc, je pense qu'il y a cela. La route des pêches, ça va continuer. On a déjà appelé un certain nombre de gens qui doivent être dédommagés afin que cette route des pêches qui doit être l'épine dorsale du tourisme chez nous est en train d'être poursuivie et qui va aller jusqu'à Ouida et même au-delà. Et comme vous le savez, Ouida va jouer un rôle très important également en ce qui concerne le tourisme chez nous. Donc, je pense que c'est des choses. On peut citer beaucoup d'autres choses. Hein. Alors, on a parlé, par exemple, de cantine scolaire. Alors, vous savez très bien, le gouvernement avait décidé d'inclure tous les établissements, toutes les écoles primaires dans ce projet de cantine scolaire. Vous savez, on a remarqué, je suis enseignant, on a remarqué quand même qu'il y a un nombre assez important d'élèves inscrits dans les écoles. Pourquoi ? Il y a des élèves qui n'allaient pas à l'école simplement parce qu'ils n'ont pas à manger. Ils ne trouvent pas à manger. Mais assurer qu'en allant à l'école, ils peuvent avoir un repas chaud dans la journée, mais ils vont à l'école. Ils vont à l'école, ils ont un repas chaud. Et il y en a qui sont suffisamment intelligents, qui constituent une petite réserve pour leurs parents à la maison. Vous voyez, c'est très intelligent ça. Et là, vous voyez, ces enfants vont à l'école et aujourd'hui, le taux de scolarisation est en train de grimper. Non pas seulement pour ça, mais ça a joué un rôle assez important, surtout dans les zones déshéritées. Ce que vous voyez. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut citer. Dans le domaine du sport, on va y revenir tout à l'heure, mais je sais qu'il y a déjà 22 stades de type omnisport livrés, enfin complètement achevés, qui pourront être utilisés. Et entre parenthèses, je sais que Esaé doit utiliser un de ces stades-là, celui de Grand Popo, si je ne me trompe pas. Bon. Donc, je pense que ça va continuer puisque le projet, c'est de doter chaque commune d'un stade de type omnisport. Doté. Il y a un certain nombre que le président de la République avait prévu, mais que nous avons estimé qu'il faut attendre qu'on livre les 22 en construction avant qu'on ne parte à l'assaut des autres. Il y a des académies qui vont être construites, 5 académies départementales et une nationale, ce que vous voyez. Donc, c'est des choses qui vont... Moi, je suis intéressé par ce qui concerne l'éducation et le sport. C'est des choses qui m'intéressent. Donc, lorsqu'on parle de l'éducation, vous qui avez été enseignant, il y a des grincements de dents par rapport à l'image que reflète l'enseignant aujourd'hui, notamment tout ce débat autour de l'aspirana et autres. Vous, en tant qu'enseignant, en tant qu'un ancien quand même, quel regard vous portez sur les réformes qui ont été opérées par le régime du président Patrice Talon, notamment dans le domaine de l'éducation ? Voilà. Moi, je pense que, personnellement, ça c'est mon avis personnel, j'étais contre la manière dont le recrutement avait été fait pendant ce régime, parce que dans l'ancien régime.
Parce qu'on a recruté des maçons, des menuisiers, des vendeuses de tomates et tout ça dans l'enseignement, peut-être parce que c'était la seule porte d'entrée dans la fonction publique. Et là, il faut gérer cela. On constate que le recrutement est mauvais à 80%. 90%, c'est mauvais. Et ça, lorsque vous avez pris des gens qui ont commencé à être traités d'une certaine façon, vous ne pouvez plus les sortir facilement. Parce qu'il y a un problème, il y a une question sociale qui se pose. Est-ce que vous voyez? Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regrouper ces gens-là et les former, leur donner une certaine formation. Parce que n'enseigne pas qui veut. Dans ce pays, on a dit tout cadre est enseignant. C'était pendant la période évolutionnaire. Et ça a échoué parce qu'on a constaté en fin de compte que tout cadre n'est pas enseignant. N'enseigne pas qui veut. Pour enseigner, il faut d'abord avoir un diplôme académique, donc maîtriser la matière enseignée. Et maintenant, la pédagogie, comment enseigner? Est-ce que vous voyez? Or, nous avons recruté des gens. Le besoin d'enseignants sur le terrain est très, très important. Le besoin est très important. Alors, pour recruter, il faut recruter des gens qui ont une certaine... Malheureusement, déjà, en 1986, on a fermé l'école normale qui formait les enseignants. On a fermé. On n'a pas fermé la faculté de santé où on forme les médecins. On n'a pas fermé la faculté d'agronomie. Mais on a fermé l'école normale supérieure. On n'a pas fermé la flash. Mais on a fermé l'école normale qui forme les enseignants. Est-ce que vous voyez? Tout ça agit de façon très négative sur la qualité des enseignants. Moi, je n'avais jamais rêvé enseigner. Je voulais être pilote si j'ai un bac C, ou alors diplomate si j'ai un bac littéraire. J'ai fait le test pour être diplomate, parce que j'ai eu un bac A. Mais l'école normale a été créée, et dès que vous finissez votre mission en tant qu'étudiant, étudiant en mission d'enseignement, vous avez déjà fini le premier cycle avant d'aller faire le service militaire. Quand vous finissez, on vit directement à l'école normale si vous êtes de la flash ou de la FAST. On vous vire à l'école normale supérieure. C'est comme ça que moi je suis devenu. Mais j'ai appris à aimer la formation que j'ai eue. J'ai été obligé de devenir enseignant et je l'ai aimé. Je l'ai aimé parce que c'est un métier libéral, c'est un métier, un enseignant est un étudiant en permanence, donc il apprend tous les jours. Il est différent des autres. L'enseignant est différent. Et aujourd'hui, malheureusement, très peu d'enseignants continuent de faire de la recherche. C'est-à-dire quand on a le diplôme, mais il faut travailler pour se mettre au niveau du diplôme que nous avons. Donc pour revenir à l'aspirana, grincement dedans, bien sûr, grincement dedans. Le niveau a baissé un tout petit peu par rapport à ce que nous avons dit. J'ai été enseignant, j'ai été conseiller pédagogique pendant plus de 20 ans. Je suis passé dans les classes avec les inspecteurs. Je ne suis pas inspecteur, mais je suis quand même... j'ai été conseiller pédagogique. Il y a des problèmes sur le terrain. Des problèmes d'abord au niveau de la maîtrise des connaissances à enseigner. Ça, c'est un problème assez sérieux. C'est ça la difficulté que nous avons. Ensuite, la pédagogie. On a les diplômes académiques. Lorsque vous avez les diplômes académiques, eh bien, si vous voulez enseigner, vous allez à l'école de formation pour devenir effectivement un enseignant. Aspirana, c'est vrai, nous avons une quantité énorme de gens qui n'ont pas la formation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans les réflexions que cette formule d'Aspirana a été trouvée afin qu'on recrute les gens. Ils font d'abord des tests pour être recrutés sur la base d'un certain nombre de diplômes académiques. Et après cela, ils ont des formations. Ils peuvent avoir une formation
on ne peut pas laisser les élèves en classe, seuls en classe. Est-ce que vous voyez? Alors, à un moment donné, je crois, pendant l'autre régime, les autres régimes, on a dit il vaut mieux avoir quelqu'un dans les salles de classe pour garder les enfants que de les laisser divaguer, se promener dans la cour. Mais est-ce que les réformes, pour couper court, les réformes qui ont été faites aujourd'hui, est-ce qu'elles garantissent de lendemain meilleur aujourd'hui? Est-ce que ces réformes-là sont de nature à rehausser le niveau que vous avez trouvé entre-temps bas? Moi, je voudrais vous dire, quand je prends les résultats des examens de cette année, où certains racontent des histoires, mais c'est le travail des enfants. Ça veut dire que lorsque les enfants sont bien encadrés, on peut avoir les 64, près de 65% qu'on a eu au bac, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Lorsque l'enseignant, même s'il est bien encadré, s'il donne régulièrement ses cours, s'il évalue les enfants régulièrement, d'accord? S'il les évalue régulièrement, dans les évaluations formatives et tout ce que vous voulez, mais lorsqu'il s'agira de la formation, enfin, de l'évaluation plutôt, l'évaluation certificative, comme le CEP, le BEPC, le bac, eh bien, l'enfant est à l'aise parce qu'il a été bien encadré. Disons que ça, on reviendra là-dessus peut-être quand nous allons parler du syndicalisme. Bon, le fait de contrôler un peu les mouvements de grève constitue également quelque chose maintenant. Pour revenir à l'aspirana, moi je pense que si les collègues qui sont recrutés acceptent la formation, parce qu'un enseignant doit être humble. L'enseignant aujourd'hui, surtout avec l'approche par les compétences, est un guide. C'est pas comme avant où l'enseignant, c'est lui qui est le patron magister dixit, c'est ce que lui dit qui passe, et les enfants sont comme des bouteilles qu'on remplit de connaissances. Non, aujourd'hui, l'enfant participe à sa formation. Et pour le faire, il faut être formé, il faut avoir une formation. Et il faut d'abord maîtriser la matière à enseigner. Ensuite, avoir la démarche qu'il faut pour amener l'enfant à produire, c'est-à-dire à être au centre de sa formation, à être au centre de la formation qu'on veut lui donner. Donc, c'est la différence, ça. Et aujourd'hui, c'est difficile si vous ne maîtrisez pas ce que vous enseignez. Il est difficile. Si vous maîtrisez, mais l'approche pas comme ça, c'est un jeu. On s'amuse avec les enfants. Et on les amène, on est très... Moi, je suis professeur d'allemand et d'anglais à la retraite. On m'a appris à l'école normale que c'est moi qui dois sortir le mot que je dois enseigner. Mais en réalité, aujourd'hui, avec l'approche par compétence, c'est l'enfant qui sort ce qu'il doit dire. Je suis professeur de langue. Nous sommes dans un pays francophone. Mais regardez les panneaux publicitaires. Hein? Je ne fais pas de publicité pour regarder les panneaux publicitaires. Vous voyez les mots qui sont utilisés. C'est des termes anglais qui sont utilisés. Alors, l'enfant, on ne peut pas dire que l'enfant qui apprend l'anglais vient au lycée en 6e sans rien connaître de l'anglais. Il achète des bonbons. Il y a des trucs écrits en anglais dessus. Il achète des biscuits. Il achète ses parents des portables. Et la plupart des termes utilisés sont en anglais. Donc, celui qui vient là, on ne peut pas lui dire qu'il ne sait pas. On va lui dire, toi là, qu'est-ce que tu sais de ceci? Est-ce que tu sais comment on dit ceci? Qu'est-ce que tu comprends par ça? Donc, il vient, ils amènent, chacun apporte ce qu'il sait, et on met tout ça ensemble, et c'est ça qui fait... Donc, je pense que l'aspirana n'est pas une mauvaise chose, c'est une manière, c'est peut-être une manière de recruter des gens qui ont quand même un certain niveau et leur donner une formation. Nous avons déjà vu dans ce pays, il y a des formations modulaires, parce qu'on ne peut pas les sortir des classes. La pénurie d'enseignants est claire, c'est là, tout le monde le sait. Et comment y remédier? La remédiation, c'est la formation. Quand on a fini le recrutement, c'est la formation. Et je vous dis que dans ce pays, on a déjà eu des formations modulaires. C'est-à-dire, pendant les congés, des gens qui n'ont pas les qualifications professionnelles sont repris dans des écoles pendant les congés, pendant les vacances, où ils reçoivent une certaine formation. Et ça ne dure pas toute leur carrière. Et ils doivent accepter cette formation-là. Parce que si on n'est pas formé, le risque, c'est sur les résultats. Le risque, c'est d'être chassé des classes par des enfants. Parce que ça arrive. C'est arrivé en notre temps. Ça arrive maintenant. Où les enfants disent, ah non, ceux-là, ils ne nous apportent rien. Donc il vaut mieux qu'on reste chez nous
ou bien quand ils sont obligés d'être là, eh bien, ils boudent l'enseignant. Et ce n'est pas bien. L'enseignant doit être quelqu'un de respecté. Respectable, respecté. Il est un modèle. Donc, je pense que tout le problème, c'est la formation. Il faut nécessairement la formation des formateurs. Je pense que le gouvernement organise chaque année des concours pour recruter les membres de l'encadrement, que sont les inspecteurs et les conseillers pédagogiques. Mais les uns et les autres sont d'accord par rapport à la formation des formateurs, mais ils estiment que les critères, les procédés posent problème et ils s'offusquent contre le fait qu'il n'y ait plus de canevas pour pouvoir revendiquer, par exemple. Et donc, je vais vous poser la question de savoir, vous, en tant qu'ancien syndicaliste, membre fondateur du syndicat national de l'enseignement secondaire technique et professionnel, quel regard portez-vous sur l'animation du monde syndical aujourd'hui? Non, je pense que nous avons, y compris moi-même, nous avons galvaudé le syndicalisme. C'est-à-dire, le syndicalisme, ce n'est pas les revendications à tout bout de champ. Ce n'est pas les mouvements de grève tout le temps. Je crois que, depuis quelque temps, j'ai constaté qu'au niveau des centrales, il y a des formations qui se font. Formations en ce qui concerne les négociations. Comment est-ce qu'il faut aller négocier avec l'employeur? Comment est-ce qu'un mouvement doit être conduit? Il y a cela. Et est-ce que en nous disant, bon, à tout bout de champ, on abandonne le travail. Est-ce qu'on produit pour que nos conditions soient améliorées? Parce que pour améliorer les conditions, il faut produire. Est-ce que nous produisons? Moi, je pense personnellement que aujourd'hui, c'est vrai, le gouvernement, il y a eu des réformes sur le mouvement syndical. Il y a eu des réformes et je trouve personnellement... Oui, qui limite. Parce que, regardez, vous étiez dans ce pays-là. Lorsque des gens disent, ben, les gens peuvent mourir. Ils peuvent mourir, on s'en fout. Mais nous avons prêté serment pour dire que nous devons sauver des vies. Et quand on dit les gens peuvent mourir... Mais généralement, lorsque ces mouvements de grève sont enclenchés, c'est sur la base de revendications. Est-ce que ça dit que vous dites indirectement que ces mouvements de grève étaient politisés par le passé? Il y a des moments où c'est politisé. Moi, je me rappelle, je n'appellerai pas de pouvoir, je n'aimerai personne, mais je sais que il y a eu une année, je crois que ça doit être en 92 par là, il y a eu un bac. Le secrétaire général de mon syndicat a politisé un mouvement de grève. Et jusqu'à ce jour, la grève qui est lancée, la motion n'a pas été levée. C'est l'année où, pour la première fois, les militaires ont surveillé le baccalauréat. Vous pouvez demander à votre papa, il va vous dire. Où les militaires ont surveillé le bac. Et là, pour la première fois dans ma vie, j'ai désobéi. Avec d'autres camarades qui ont trouvé que non. Parce que nous avons essayé quelque chose avec ce qu'on appelait le syndicalisme avec les bureaux de liaison. C'est ce que nous avons fait vers la fin du régime du président Mathieu Kérékou. Et ça a marché. C'est-à-dire que les décisions étaient prises de la base jusqu'au sommet. Donc, aucun syndicaliste ne pouvait prendre sur lui tout seul de faire ce qu'il veut. Donc, on allait, on se retrouvait, on discutait à la base dit nous voulons ceci. On fait ça sur toute l'étendue du territoire et à la fin, la décision qu'on prend est une décision nationale et tout le monde adhère à cette décision-là. Et nous avons estimé qu'on pouvait continuer de faire de même. Nous avons fait cela. On a fait cela où la plupart des enseignants étaient d'accord pour qu'on aille surveiller le bac, mais qu'on bloque la correction. Mais les gens sont allés au-delà. La majorité des enseignants voulaient qu'on aille surveiller pour libérer les enfants, parce que ce sont nos élèves, ce sont nos enfants. Donc, on vous entend, en fait, les réformes qui ont été effectuées pour réorganiser le monde syndical au Bénin viennent à point nommé. Bon, je ne dirais pas
que, en tant qu'ancien syndicaliste, je suis entièrement satisfait. Mais je pense qu'il faut trouver une solution parce qu'on ne fait plus de casse que les revendications. On ne fait plus de casse. Nous avons fait 6 mois de grève dans ce pays. Mais si vous faites ça, les résultats sont où? Moi, je suis fier, je suis heureux. Quand mes enfants, mes élèves vont à l'examen, ils réussissent. J'ai une certaine satisfaction. Mais lorsqu'on dit, bon, on s'en fout, ils peuvent échouer. Ou bien on dit, les gens peuvent mourir. Je trouve qu'on a franchi le Rubicon. C'était un peu trop. Et c'est cela, nous avons, en nous comportant de cette façon, nous avons donné les moyens à l'employeur de nous cadrer. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qui a été fait. Alors, nous allons voulu dans cette émission, nous allons parler de cette initiative communautaire d'avoir un bac dans l'espace UEMOA. Vous avez présenté d'ailleurs comme ça, en entendant cette émission, vous êtes expert de l'UEMOA dans l'harmonisation du baccalauréat dans l'Union depuis 2011. Dites-nous comment ça va se passer et quelles sont les garanties que les citoyens peuvent avoir que ce bac sera fiable et qu'il n'y aurait pas de favoritisme au profit de tel ou tel autre pays dans le processus. Merci beaucoup. Vous voyez, l'initiative d'un bac harmonisé dans l'espace UEMOA est née en 2007. En 2007, il y a eu des protestations, je dirais. Certains membres de l'UEMOA, vous savez, il y a 8 pays au sein de l'UEMOA. Il y a le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Certains pays membres de l'Union ont estimé qu'il y a des candidats d'autres pays qui dévalorisent leur bac. Comment? Ils disent, mais ils réussissent, ils échouent lamentablement chez eux, ils viennent réussir brillamment au niveau de leur bac. Et ça veut dire que, bon, leur bac n'est pas aussi fort que le bac de ces pays où ces candidats échouent et viennent réussir chez eux. Il y a aussi la question des inscriptions multiples transfrontalières. Par exemple, il y a des gens qui s'inscrivent au bac ici, ils s'inscrivent au Niger, ils s'inscrivent au Tchad, et quand ils réussissent au Niger, bon, ils ne viennent plus ici. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose. Parce que les tests disent que vous ne pouvez pas passer le même bac dans 2 académies différentes, dans 2 pays différents. Vous êtes littéraire, vous voulez passer le bac A4, vous ne pouvez pas être candidat au Bénin et être candidat en Côte d'Ivoire. Alors, c'est ces 2 choses mises ensemble qui ont amené les responsables de la commission de l'UEMOA à réfléchir par rapport à la protestation d'un certain nombre de pays. Alors, la première solution trouvée, c'est organiser le bac au même moment dans ces 8 pays. Quelles que soient les difficultés des avec les partenaires sociaux. Non, attendez, c'est organiser le bac au même moment. La période choisie, c'est la 2e quinzaine du mois de juin. Ça se respecte depuis. Et si un pays a des difficultés, par exemple, vous avez parlé des partenaires sociaux, si un pays a des difficultés, il doit solliciter une autorisation spéciale de la commission de l'UEMOA. Nous, au Bénin, nous avons déjà eu ça 3 fois. Nous avons déjà demandé 3 fois cela, dû soit à des grèves, dû à d'autres problèmes. Est-ce que vous voyez? Alors, c'était ça au départ. Puis après, ils se sont dit, et si on s'inspirait de l'expérience des pays anglophones de la CEDEAO? Il y a donc, je vais les citer en désordre, le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone, le Ghana, la Gambie. 5 pays. Et depuis 1952, ces pays-là ont déjà travaillé pour avoir un bac unique pour tous ces 5 pays.
Bac unique, pourquoi? C'est ça, ils appellent le WAEC. West African Examination Council. Alors, ce bac leur permet aux étudiants de ces pays anglophones de s'inscrire dans n'importe quelle autre université, soit parmi les 5 pays-là, ou dans le Commonwealth. Dans le Commonwealth. Vous savez, si vous avez le bac béninois, qui est un label aujourd'hui, si vous avez, dans le temps, si vous avez un bac béninois, vous devez aller passer un test avant d'être accepté dans une université. Je sais que le bac béninois a déjà été accepté dans plusieurs pays européens et américains, compte tenu de sa fiabilité et de sa validité. Donc, ces pays-là, ils organisent un bac unique. Mais il n'en demeure pas moins que chaque pays organise son bac. Si vous avez ce bac-là, si le Nigeria organise son bac national, les étudiants peuvent s'inscrire dans les universités du Nigeria. Mais ils ne peuvent pas aller au Ghana. Parce que pour s'inscrire au Ghana, il faut qu'ils aient le bac WAEC. Il faut qu'ils aient ça. C'est ça que la commission de l'UEMOA essaye d'amener ici, s'inspirer de l'expérience du WAEC avec les 5 pays anglophones de la CEDEAO et faire la même chose. C'est ça qui a commencé. Donc, au lieu de s'arrêter simplement à, comment on appelle, à la désignation de la période de l'examen, qui est la deuxième quinzaine du mois de juin, au lieu d'arrêter, d'empêcher les inscriptions transfrontalières multiples, eh bien, il faut aller au-delà. Aller au-delà, c'est organiser un bac unique à l'instar de ce que font les pays anglophones. Donc, actuellement, enfin, depuis 2011 et surtout 2012 à Cotonou, parce que là, chaque année, la commission de l'UEMOA est basée à Ouaga, au Burkina. Donc, depuis ce temps, la majorité, la plupart des séminaires ont eu lieu à Ouaga. Mais tous les 2 ans, on change de site. Ainsi, en 2012, c'était Cotonou. Et c'est Cotonou qui a lancé cette histoire de bac harmonisé dans l'espace. C'est à partir de Cotonou qu'on a posé les jalons d'un bac harmonisé ici. Puis, après Cotonou, nous sommes retournés à Ouaga. Et après, on est allé en Côte d'Ivoire. On est revenu à Ouaga. On est parti à Bamako, au Mali. On est revenu. Et la semaine dernière, on était à Lomé. À Lomé, pour le dernier séminaire. Le dernier. Bon, donc, il y a l'introduction. D'abord, l'approche qui est préconisée dans l'espace, c'est l'approche par compétence que nous rejetons ici, mais qui est quand même l'approche, c'est-à-dire c'est l'approche, c'est une approche démocratique qui permet à l'apprenant d'être au centre de son apprentissage, de sa formation. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu ce qu'il y a. Mais cela sera effectif d'ici quelle année? D'ici quelle année c'est par étapes. Par exemple, l'UEMOA au départ, en 2017, oui, avait préconisé qu'en 2020, parce que ça correspond à un anniversaire de l'UEMOA. Donc, il voulait qu'en 2020, on puisse avoir le bac harmonisé. Mais il y a beaucoup de difficultés. Difficultés, parce que quand on parle d'harmonisation, il faut harmoniser les programmes d'études, les curricula, il faut les harmoniser. Les séries, par exemple, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina, le Togo ont les mêmes séries. Le Sénégal a des séries différentes. Le Mali a des séries différentes. Est-ce que vous voyez? Or, ils font partie de l'Union. Quand nous avons commencé, seul le Bénin était en approche par compétence. Les autres pays n'étaient pas en approche par compétence. Est-ce que vous voyez? Les autres pays n'étaient pas en approche par compétence. Donc, il faut harmoniser d'abord l'approche. Et c'est cela qui a été choisi par la commission de l'UEMOA pour l'harmonisation du bac, l'approche par les compétences. Ensuite, il faut harmoniser les séries. Il faut harmoniser les programmes d'études. Ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes programmes. Donc, les séries, les programmes d'études et
le format de l'examen. Le format que nous avons ici au Bénin n'est pas le même format dans les autres pays, puisque depuis plus de 20 ans, nous sommes en approche par compétence et nos formats sont rédigés conformément à l'approche par compétence. Donc c'est maintenant que ces pays-là, en Côte d'Ivoire, je crois, ils doivent être en seconde maintenant. Au Niger, ils sont en 5e ou quelque part. Donc c'est maintenant qu'ils sont en train de travailler pour... Donc au plus tard... de telle sorte que la dernière rencontre que nous avons eue à Lomé, il a été question de mettre les bouchées doubles. Nous avons déjà organisé des examens blancs, le bac blanc UEMOA, ici, en 2019. En 2020, on n'a pas pu à cause de Covid. 2021 également, on n'a pas pu à cause de Covid. Sinon, on a déjà organisé en choisissant des établissements dans 11 des 12 départements. Est-ce que vous voyez? Bon, ce n'est pas exactement la même chose parce qu'on parle d'introduction dans les formats. Introduction des trucs complexes au niveau de choses là. Ce que nous n'avons pas. C'est-à-dire ce que le projet, c'est faire en sorte que, au lieu que le candidat ait un exercice, dès qu'il rate le premier, il a coulé, on ne peut pas dire qu'il n'est pas compétent. Parce qu'en approche par compétence, on ne peut pas dire que quelqu'un est incompétent. Si vous prenez les résultats au niveau du primaire, on dit lorsque l'enfant est compétent dans 5 matières sur 6 ou 6 sur 7, ça veut dire qu'il est compétent. Donc ça veut dire qu'en approche par, on ne peut pas échouer. On ne peut pas avoir totalement 0. Parce que là également, il y a l'évaluation critériée. Il y a des critères qui sont donnés. Avant, par exemple, dans les lettres, quelqu'un lit un devoir, et il passe des bics rouges dessus et puis il met la note qu'il veut. Aujourd'hui, avec l'approche par compétence, c'est une évaluation critériée avec des éléments qui doivent ressortir. Hein, on te dit, bon, est-ce qu'on a posé 3-4 questions? Est-ce que l'enfant a répondu à la première question? Oui. La deuxième, même s'il n'a pas répondu à la deuxième question, est-ce qu'il a observé ceci? Est-ce qu'il a? Donc, les notes sont monnayées. On ne donne plus, par exemple, en composition française ou ce qu'on appelle aujourd'hui lecture, on ne met plus une note au pifomètre. Non. Si vous le faites, eh bien, on peut vous demander. Avant d'aborder le dernier point de cette émission lié au sport, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir précisément en quelle année le bac communautaire de l'UEMOA sera effectif. Là, nous sommes partis pour 2024-2026. Donc au plus tard en 2026. Au plus tard en 2026 normalement. Mais pour y arriver, il faut aller vite. Au niveau, il y a environ 2 mois, les experts béninois, conduits par le directeur de l'office du bac, ont été reçus par les parlementaires de l'UEMOA qui voulaient en savoir plus sur l'harmonisation du bac au niveau de l'Union. Parce qu'on a besoin des parlementaires pour intervenir également. Et ils sont venus s'imprégner, sachant que le Bénin, on peut le dire, est un peu plus en avance que les autres dans la mise en œuvre de cette entreprise, sont venus poser des questions sur les difficultés à mettre en œuvre ce projet, à réaliser ce projet d'harmonisation du baccalauréat dans l'espace. Et nous avons passé près de 3 heures, 4 heures de temps avec eux à leur répondre. Il y avait des Béninois parmi eux également. Il y avait l'honorable Tchobo, il y avait l'honorable Mouimbo, et il y avait 2 autres dont je n'ai pas le nom en tête tout de suite, qui étaient là. Pourquoi? Parce que dans l'espace, dans l'Union, ils constatent que les parlementaires ont constaté que certains États ne prennent pas au sérieux ce projet de l'harmonisation du baccalauréat dans l'espace. Nous, ce n'est pas le cas, puisque
la dernière sortie que nous avons eue, nous avons travaillé beaucoup avec Madame le ministre de l'Enseignement supérieur. On a échangé beaucoup. Elle a donné des conseils et elle a suivi tout ce que nous avons fait depuis Lomé. Et là, on se prépare à lui remettre les rapports, peut-être cet après-midi ou chose là. Alors, Edmond Adossa, nous allons progresser dans cette émission, nous pratiquement à la fin. Je m'en voudrais. Je n'ai pas quand même vous interroger par rapport au sport. Sous le régime du président Patrice Talon, vous êtes ancien secrétaire général des Dragons de l'Ouémé, ancien secrétaire général de la Fédération béninoise de handball et ancien secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Comment se porte le sport en général sous Patrice Talon? Bon, je pense que nous avons une chance d'avoir un président qui aime le sport. Je ne dis pas que les autres n'aiment pas le sport, mais qui aime le sport de façon particulière. Moi, je ne peux pas vous mentir. Quand j'étais secrétaire général de la Fédération béninoise de football, je le sollicitais de temps en temps, puisque la fédération, en ce moment, n'avait pas de moyens, n'avait pas du tout de ressources. Donc, il fait partie de ceux qui nous aidaient lorsque nous avons de grands événements à couvrir, ou bien lorsque l'équipe nationale doit jouer. Bref, c'est une chance que le mouvement sportif auquel j'appartiens attrape et tient fortement. Les difficultés, le rôle régalien de l'État, c'est la mise en place des infrastructures. C'est la formation des formateurs, d'accord? La mise en place de l'équipement, le matériel sportif. Ça, c'est les rôles essentiels régaliens de l'État. En 5 ans, nous avons pu avoir 22 stades de type omnisport. Il faut le faire. Et ça, les autres pays nous envient, se demandent même ce qui se passe. Je pense que la FIFA a été vraiment séduite par cette décision de l'État d'octroyer à chaque commune un stade de type omnisport. Si vous remarquez un peu, vous avez une équipe ici. La manière de jouer a changé parce que les gens jouent sur des aires de jeu assez classiques, assez performantes. D'accord? Bon. Donc, voilà le nombre de stades. Il y a des réformes qui sont en train de s'opérer actuellement. Oui. Les réformes au niveau du sport. Oui, allez-y. Au niveau du ministère des Sports. Nous avons eu, dans ce pays, on a eu 2 chartes avant. Avant, on avait des ordonnances. Pendant la période coloniale et juste après les indépendances, il y avait des ordonnances. En 1976, il y a eu la première charte des sports qui a été mise en place suite à une catastrophe. L'Étoile sportive de Porto-Novo, qui était équipe championne, devait jouer contre les Silures de Bobo Dioulasso, 2-1 à Ouaga. Il suffit d'un but et l'Étoile était très en forme. L'Étoile a perdu ici, à Porto-Novo, 2-0. Et c'est un prêtre qui a marqué les 2 buts. Je me rappelle bien de lui, c'est un certain Compaoré Chauve qui a marqué les 2 buts. Le gouvernement militaire, fâché, a dissous toutes les équipes parce que a appris que c'est les problèmes de rivalité qui ont fait que, comme moi je ne suis pas passé, toi-même tu ne passeras pas. Ils sont fâchés, ils ont dissous. En 1974. Ils ont remis en 1975 et puis après, ils ont dit non. Ils ont dissous une deuxième fois. Et c'est ainsi que nous sommes passés au championnat avec les équipes provinciales. 6 équipes provinciales. Ça a commencé en 1977 avec la charte, la 76 06 du 26 mars 1976. Donc, on a commencé avec ça. C'est là la provincialisation des équipes. Mais juste après, on n'a pas beaucoup de temps, juste après la conférence nationale, il y a eu les états généraux sur la jeunesse et les sports. Et il a été décidé de libéraliser le sport. Parce que le sport était dans les mains de l'État révolutionnaire. On a dit qu'il faut libéraliser le sport. Ainsi, on a eu la 90-08
la charte, la dernière charte que nous avons eue, je ne veux pas raconter des histoires. C'est juste les références. Voilà. Donc, cette charte-là a libéralisé. C'est ainsi que, on a quand même continué avec les anciennes équipes provinciales, avec des clubs corpaux, ainsi de suite. Donc, il y a des choses, parce que la 76, on l'a rejetée, bien qu'on ne l'ait pas. Tout n'est pas mauvais dedans. La charte de la période évolutionnelle, elle n'est pas mauvaise. Il y a des choses à retirer dedans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez réformer aujourd'hui? Ce qu'on veut réformer, c'est que la charte de 90, il manque des choses. Aujourd'hui, le sport, on dit depuis que le sport est une industrie, c'est ceci, cela, mais on n'a pas mis dans la charte, on n'a pas prévu cela. On n'a pas prévu ces choses-là dans la charte. Dans la charte de 90, parce que ça a été fait, j'y ai participé, et je sais que ça a été fait un peu dans la précipitation, parce qu'on est pressé de dégager ce qu'il y avait, et encore que là, on n'a jamais mis en pratique les trucs là de la charte. On ne l'a jamais fait. La preuve, il n'y a pas de cumul. Quand vous êtes, par exemple, président d'un club, vous ne pouvez pas être membre du comité exécutif. Mais malheureusement, c'est ça qu'on vit. Donc, je pense que c'est une chance. Les réformes, c'est que la charte a été réécrite. Ça a été réécrit. La politique nationale des sports, puisque c'est l'État qui détermine la politique nationale de l'éducation, la politique nationale des sports, la politique nationale de la santé, ainsi de suite. C'est l'État qui détermine cela. Donc, la politique nationale des sports, la politique nationale de la jeunesse, la charte nationale des sports, la politique nationale des loisirs, tous ces documents, le gouvernement, par l'entremise du ministère des Sports, ont été déjà rédigés et prêts à être validés. Dès que ça va être validé, vous allez voir un peu. Par exemple, on a parlé de professionnalisme. Je ne sais pas, les joueurs des AE doivent être des professionnels. En tout cas, pour participer à la ligue professionnelle, on a dit ligue professionnelle, il faut avoir des joueurs professionnels. Et pour la FIFA, un joueur professionnel, c'est celui qui vit de ce qu'il fait, du football qu'il pratique, à l'instar des Messi, des Ronaldo, Cristiano Ronaldo et autres. Donc voilà. Donc ce n'est pas prévu. Puisque vous parlez du sport roi, pour vous qui êtes l'ancien secrétaire général de la Fédération béninoise de football, l'équipe nationale du Bénin, les écureuils, quel regard portez-vous sur les performances qu'ils ont aujourd'hui? Non, je pense que je suis béninois. L'équipe est mieux organisée que par le passé? Je suis béninois et je suis sportif. J'ai fait le sport de haut niveau. Je ne pense pas que actuellement nous avons une équipe performante. Je ne pense pas. Il ne faut pas se leurrer. Vous voyez, la qualification en quart de finale à la CAN 2019, c'est une affaire de volonté de l'État, du public sportif et des athlètes eux-mêmes. La main libre, l'encadreur technique a fait son travail. Les moyens ont été mis à disposition. Les moyens avaient été mis à disposition avant. Bon, ça a été peut-être dispersé. Les moyens ont été mis en place. Les acteurs, je veux parler des joueurs, ont eu tous ceux dont ils avaient besoin. Ils étaient moralement dégagés, libres. C'est dans ce pays on a entendu des joueurs dire « Nous voulons courir, mais l'argent ne nous tire pas, les primes ne nous tirent pas derrière. » Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu leurs primes. C'est un joueur, ça a été à la télé, tout le monde a entendu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui revient à chacun lui revient. Et on met chacun devant ses responsabilités. Ce qui veut dire que chacun doit faire ce qu'il doit faire. Donc, je voudrais dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on reparte à la base. Il faut qu'on reparte. Nous avons une équipe... Lorsqu'on parle de repartir à la base, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Non, c'est la formation. C'est la formation. Il faut reformer nos joueurs. C'est la formation. On peut avoir une équipe là. L'équipe qui est là, qui est vieillissante. Je pense que l'entraîneur, le sélectionneur national a commencé à introduire du sang jeune, neuf, dans l'équipe.
Mais elle est vieillissante. Il y en a qui ont déjà passé 36 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup si c'est dans les conditions ici. Un Cristiano Ronaldo joue à 36 ans, il est encore performant, d'accord? Mais ici, les conditions ne sont pas exactement quand le gars fait le haut niveau, il sait ce qu'il doit faire, et il peut rester performant. Vous voyez, la plupart de ces grands joueurs, quand ils finissent dans les grands clubs, ils vont dans des championnats moins huppés, en Chine, en Union soviétique, en Russie. Est-ce que vous voyez, pour aller terminer, aller prendre leur retraite? Ici, je pense que nous devons, avec ce qui est en train d'être mis en place comme infrastructure, avec le projet des classes sportives, c'est très important. Moi, j'ai vu un enfant à Tangueta, 10 ans, au handball. Il avait 2 mois de pratique. Mais je vous jure, si ce n'est pas son âge, il peut jouer dans n'importe quelle équipe nationale sur le plan technique et positionnement sur le terrain, tout ça. Il est OK. Donc, notre chance, c'est là. Et là, ceux qui sont chargés de l'encadrement de ces jeunes-là, ils doivent se prendre au sérieux parce que la première expérience n'a pas donné. Ça n'a pas donné parce qu'il y avait beaucoup d'absentéistes. Bon, ils prenaient les sous, certains prenaient les sous, ils disparaissaient. Et quand on doit payer, ils reviennent et tout ça. Donc là, des dispositions sont déjà prises pour que chacun soit suivi sur le terrain. Donc je pense que vous avez parlé du sport sous Talon, sur le président Talon. Les infrastructures vont être mises en place. Les infrastructures de qualité professionnelle vont être mises en place. La formation des plus jeunes, parce qu'il faut commencer la formation dès le bas âge, est presque une réalité déjà, puisque le matériel pour encadrer les enfants sur le terrain est là. La FIFA a été séduite par rapport à ça et est impliquée dans la formation de ces jeunes-là. Vous devez être au courant qu'il y a un projet. Mais est-ce qu'il sera de même pour toutes les autres disciplines? Est-ce que c'est la même chose pour seront traités de la même façon? Toutes les disciplines. Mais écoutez, si vous prenez la grille des subventions, mais chaque discipline a ce qu'il lui faut. Et les subventions sont multipliées par 4, par 5 aujourd'hui. De telle sorte que vous devez avoir constaté sur le terrain que toutes les fédérations organisent leur championnat. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est parce qu'ils ont les moyens, c'est parce qu'ils ont les moyens aujourd'hui qu'ils peuvent organiser ces championnats. Tout le monde parle même de championnat professionnel. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens n'avaient pas les moyens. Aujourd'hui, on leur donne des subventions et on exige d'eux, parce que les subventions qui sont données doivent servir non seulement à encadrer les jeunes, mais à organiser des championnats. Donc je pense que le président de la République, avec son gouvernement, n'a pas choisi une discipline donnée. C'est vrai, les gens boudent à cause du sport roi. C'est comme ça dans tous les pays du monde entier. Le football est toujours... surplante les autres disciplines. Pardon? Surplante les autres disciplines, c'est vrai. Mais je pense qu'aujourd'hui, les moyens, les subventions sont données à chaque fédération. Les subventions peut-être pas encore assez suffisantes, mais assez importantes quand même pour leur permettre de s'organiser. Nous avons un autre problème, c'est qu'au niveau de l'encadrement sportif, nous avons des difficultés. Laquelle, par exemple, difficultés? Nous avons des difficultés parce que nous avons des gens qui ont la bonne volonté, mais très peu peuvent réfléchir et dire, bon, voici mon équipe, voici Esaïe. Je veux qu'à la fin de la saison prochaine, que l'équipe soit championne. Et là, je fais un programme pour conduire l'équipe vers ça. Il y a très peu d'équipes ici. J'ai appris tout récemment, avec beaucoup de peine, qu'on a dit que les encadreurs qui suivent nos équipes ne sont pas valables pour rester sur le banc technique. Ça m'a fait très mal. Parce que quand j'étais secrétaire général, j'avais commencé une formation des formateurs, et le minimum, c'est le 2e degré. Et on devait continuer avec ceux-là.
ceux qui ont le deuxième degré, ceux qui ont la licence, le troisième degré français, et ceux qui ont la licence A, allemand. On les a mis ensemble pour une formation. Et dès qu'ils finissent, ça dit on doit pouvoir les former jusqu'à ce qu'ils aient tous l'équivalent de ce que la CAF veut aujourd'hui. Mais depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on me dise aujourd'hui que les gens n'ont pas le niveau, ils n'ont pas la qualification pour rester sur les bancs de touche. Je crois qu'il y a des choses, il faut revoir ça rapidement parce que si on n'a pas de bons encadreurs, on n'aura jamais de bonnes équipes. Si on n'a pas de bons enseignants, on n'aura jamais de bons élèves et on n'aura jamais de bons résultats. Il en est de même pour l'encadrement de toutes les disciplines sportives. Voilà ce que je voulais. Merci à vous, Edmond Dossa. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'est vrai que j'ai encore d'importantes questions à vous poser, mais le temps qui nous est imparti arrive à échéance. Vous allez regarder droit dans votre caméra et adresser un message rempli d'espérance à ces enfants, ces parents d'élèves qui vont accompagner leurs enfants demain, lundi, à l'école pour démarrer la rentrée scolaire 2021-2022. Vous allez également adresser dans votre message également un mot à l'endroit de vos amis ex-syndicalistes également et sans plus finir, quand même un mot à l'endroit du mouvement sportif béninois. Merci beaucoup. À cette veille de la rentrée académique 2021-2022, je voudrais souhaiter une bonne reprise aux élèves et aux enseignants. Je voudrais inviter les enseignants à beaucoup de courage. Le travail d'enseignant est difficile. Et dans ce pays, on est venu à la conclusion que tout cadre n'est pas enseignant. Donc un enseignant est un enseignant et il sait ce qu'il doit faire. Je voudrais inviter les enseignants à mieux encadrer les enfants pour que les résultats que nous avons eus cette année ne soient pas considérés comme miraculeux, mais comme une suite de dispositions prises pour améliorer les résultats. Et c'est grâce à ces enseignants-là. Je voudrais également inviter les parents à beaucoup de courage. Je voudrais d'abord les remercier pour tout ce qu'ils mettent en œuvre pour envoyer leurs enfants à l'école. Lorsque les enfants réussissent, ils ont la joie. Mais lorsque les enfants ont quelques difficultés, ils peinent aussi. Alors, je voudrais les inviter beaucoup au courage et à encadrer ces enfants-là, afin que, à la fin de l'année scolaire, l'année universitaire 2021-2022, ils puissent avoir des résultats qui leur donnent la joie au cœur. Les plus petits, ce sont les plus petits. Je voudrais également demander à l'administration de prendre des dispositions pour que ces enfants fragiles, ces âmes fragiles soient prises en compte, surtout par ces temps de pandémie du Covid-19. Aux amis syndicalistes, je voudrais leur demander beaucoup de courage. Beaucoup de courage et beaucoup de courage parce que notre pays, c'est notre pays. Nous n'avons pas deux nations et c'est ensemble que nous allons construire cette nation-là. Quelles que soient nos divergences, nous devons avoir en tête que le Bénin est un et c'est notre nation et nous devons en faire ce que nous voulons. Et nous devons faire de cette nation, ce très beau pays, nous devons faire de ce pays une nation prospère. Et pour cela, nous ne devons pas marchander nos efforts. Nous devons travailler. En travaillant, l'employeur aussi aura un regard bienveillant sur nos difficultés et nous aidera dans cette ambiance de dialogue social qui est créée et où le creuset où nous pouvons poser nos problèmes sans avoir à aller dans la rue. Je voudrais enfin dire à mes amis sportifs que l'heure a sonné pour que le Bénin devienne effectivement une grande nation sportive. C'est le vœu du président de la République et c'est pour ça qu'il s'investit. À partir de cet instant-là, nous, acteurs, nous devons tout faire pour ne pas le décevoir. Nous ne devons pas lâcher l'affaire. Nous devons la tenir. Et la tenir, c'est nous comporter. Je suis dans l'administration.
Je suis responsable, je suis membre d'un comité exécutif. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon sport puisse prospérer, plus avancer, plus évoluer et permettre à notre pays de gagner des médailles? Je pense que les infrastructures qu'ils ont mises en place ne vont pas servir à des rats, mais à des hommes. Et tout dépendra de nous. La bonne utilisation entretient. Et si nous utilisons à bon escient, je crois que nous allons encourager l'État à faire mieux, à construire d'autres arènes sportives. Enfin, pendant cette période de grande pandémie de Covid qui sévit actuellement avec beaucoup de décès, je voudrais inviter tout ce beau monde-là à respecter les gestes barrières. C'est important. En nous sauvant, nous sauvons également les autres. Je voudrais demander à ceux qui hésitent encore à se faire vacciner d'aller le faire. C'est vrai, c'est libre. Chacun est libre d'aller se vacciner ou de ne pas aller se vacciner. Moi, je suis déjà vacciné. Il y a 4 mois. Je n'ai rien eu. Donc, ceux qui pensent qu'en se vaccinant, on tombe malade, bon, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas tombé malade. Peut-être que j'ai un organisme particulier. Donc, en se protégeant, nous protégeons les autres. Nous empêchons le Covid-19 de s'épandre dans notre pays, de continuer de faire ravage, de tuer nos frères, nos parents, nos amis et tout ça. Respectons les gestes barrières en mettant régulièrement notre cache-nez, en nous lavant régulièrement les mains et en respectant également la distanciation. C'est très important. C'est seulement en faisant cela que nous allons mettre un terme à cette pandémie qui fait fureur, qui fait terreur dans notre pays. Je vous remercie. Merci également à vous, Edmond Dossa, chers amis internautes. En outre, au cours de cette émission, vous avez compris que notre invité est assez plein en termes de bagages intellectuels. Il a beaucoup de choses à nous dire. Le temps qui nous était parti est assez court. On aurait bien aimé lui poser encore d'autres questions, mais je crois que nous allons le réinviter pour d'autres sujets, ou peut-être pour les fois à venir. Mais pour cet entretien, on retiendra essentiellement que notre invité a longtemps à saluer les parents d'élèves et les élèves en cette veille de la rentrée scolaire. Il a fait savoir, parlant des 100 premiers jours du second quinquennat du président Patrice Talon, qu'on déduit que la dynamique se poursuit et que Patrice Talon a gagné en expérience et améliore sa gouvernance. Il a fait savoir qu'on doit s'attendre à de grandes réalisations au cours de ce second quinquennat. Il nous a fait savoir également que la construction du siège de l'Assemblée nationale est devenue une réalité sous Talon 2. Il nous a fait savoir également que l'asphaltage bat son plein et se poursuit dans les grandes villes du pays. Lui qui réside à Porto-Novo, il nous a fait savoir que les Porto-Noviens sont très épatés du projet asphaltage. Les voies sont éclairées aussitôt, a-t-il fait remarquer. Il a également évoqué la route des pêches qui va continuer. Ce sera une épine dorsale de notre tourisme. Il a vanté au cours de son argumentaire sur les 100 premiers jours de gouvernance du président Patrice Talon, il a vanté les mérites des cantines scolaires qui contribuent à la hausse du taux de scolarisation. Il nous a fait savoir que les 22 stades de type omnisport sont livrés et ce projet va se poursuivre car l'ambition est que chaque commune puisse avoir son stade omnisport. Il a annoncé la construction de 5 académies. Il a commenté au cours de son argumentaire les réformes effectuées dans le domaine de l'éducation pour plus de performance et d'efficacité. Il nous a fait savoir dans son argumentaire qu'un enseignant doit être humble avec l'approche par compétence APC. L'enseignant est un guide. Nous avons galvaudé le syndicalisme en commentant un peu l'animation du mouvement syndical au Bénin. Il a fait savoir qu'il a fait partie de cette action qui a visé à galvauder le mouvement syndical. Et pour lui, il a fait savoir que le syndicalisme n'est pas des grèves à tout bout de champ. Le syndicalisme n'est pas des revendications à n'en point finir. Et donc, il salue un peu les réformes qui ont été opérées, même s'il n'est pas totalement d'accord, mais il salue quand même la pertinence de ces réformes qui ont été effectuées.
les mouvements étaient politisés, nous a fait savoir cet ancien syndicaliste ce dimanche sur ESAE TV. Parlant de l'initiative communautaire d'un bac harmonisé dans l'espace UEMOA, il a fait savoir que l'initiative est née en 2007 et que, en un premier temps, la période c'était d'organiser en même moment le bac dans tous ces pays de l'UEMOA, la deuxième quinzaine du mois de juin. Il a vanté les mérites, du bac communautaire. L'UEMOA s'inspire de l'expérience du WAEC. Il a argumenté largement dans ce sens. Il a exposé de façon sommaire et expéditive l'ampleur de la tâche qui subsiste pour la concrétisation de cet idéal. Le Bénin est en avance dans la mise en œuvre de cette entreprise. Parlons du sport sous le régime du président Patrice Talon en fin d'émission. Il a fait savoir que nous avons la chance d'avoir un président de la République qui aime le sport. Et dans ces confidences, il nous a fait savoir que le président Patrice Talon, autrefois Patrice Talon, homme d'affaires, aidait la Fédération béninoise de football parce que en ce moment, il y avait quand même quelques déficits de ressources. Il a fait savoir dans son argumentaire que la FIFA a été séduite par cette décision de doter chaque commune de stade omnisport. Il a fait l'histoire du sport du Bénin. La charte a été réécrite, il nous a fait savoir. Il ne pense pas que nous avions une équipe performante et il a argumenté dans ce sens. Il faut aller à la base, nous allons lancer au cours de cette émission. Il a parlé des projets des classes sportives et il nous fait savoir déjà que ce projet porte déjà ses fruits en détectant déjà des talents. Il a fait savoir que des infrastructures de qualité seront mises en place pour que davantage les gens puissent travailler dans de bonnes commodités. Il a appelé à la formation des jeunes. Toutes les fédérations s'organisent, organisent leur championnat parce qu'ils ont les moyens, nous a fait savoir notre invité ce matin. Il invite à revoir l'encadrement technique de toutes les disciplines sportives. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Oui, mais là, c'est 6 académies, 5 départementales et une nationale. 5 départementales et une nationale. La nationale est à Cotonou. À Cotonou, donc ça fait 6 académies. Merci à vous, Edmond Dossa. Je rappelle que vous êtes professeur de langue à la retraite, secrétaire général des Dragons de l'UEME, ancien secrétaire général des Dragons de l'UEME, ancien secrétaire général de la Fédération béninoise de handball et ancien secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Vous êtes secrétaire général et président de l'ensemble sportif des étudiants ESE, ancien. Bien évidemment, vous êtes également expert de l'UEMOA pour l'harmonisation du baccalauréat dans l'UEMOA depuis 2011. Vous êtes membre fondateur du syndicat national de l'enseignement secondaire, technique et professionnel, SINESTP, ancien syndicaliste. Merci d'être venu sur notre plateau ce dimanche. Merci à toutes et à tous pour l'attention, chers amis internautes. Merci une fois encore pour la fidélité. On se retrouve à très bientôt pour d'autres rendez-vous.